par trois avec cette question, parmi d'autres d'ailleurs relevant de la politique internationale européenne, à propos de la Syrie. Est-ce que vous faites confiance à Vladimir Poutine? Le ciel de Syrie depuis plusieurs semaines maintenant est donc partagé par les avions de la coalition menée par les États-Unis, avec la présence française bien sûr, et de l'alliance russo-syrienne avec des objectifs militaires et diplomatiques qui poussent à la division. On écoute François Hollande, notamment sur le sort du président syrien et son jeu. L'intervention russe, de ce point de vue, peut consolider le régime, mais ne sauvera pas Bachar. Il est très clairement dit que Bachar al-Assad ne peut pas être l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il partira. C'est ça que ça veut dire, et on est tous de ce point de vue d'accord. Alors certains pourraient dire partir tout de suite, partir au milieu, partir à la fin. Ce qui est important, c'est de dire qu'il n'est pas l'avenir, et donc à partir de là, il faut aller le plus vite possible vers cette transition politique. Perrine Tarnaud donc, nous a rejoint avec cette question sur la Syrie. Oui, bonsoir Michel, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Alors est-ce que vous faites, pour reprendre la question de Michel Grossière, est-ce que vous faites confiance à Vladimir Poutine pour nous débarrasser du groupe État islamique? De qui doit-on se débarrasser, s'il vous plaît? Du groupe État islamique en Syrie. Est-ce que vous faites non, parce que suivant les moments, les minutes et les heures, les alliés changeant, voilà. On ne sait pas très là, bien qui veut se débarrasser de qui. On a changé de terrain. D'accord. Non, mais je sais, je parle très bien, je sais de quoi vous parlez, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Donc, mais quand on parle de la Syrie, je fais remarquer, je commence par vous faire remarquer que Al-Qaïda est l'allié des alliés, parce que paraît-il, c'est comme ça qu'on les appelle, de François Hollande, de M. Obama et de quelques autres. N'est-ce pas? Al-Qaïda est allié sous le nom Al-Nosra, mais les mêmes, nous les bombardons en Afghanistan parce qu'ils sont méchants. En Afghanistan, ils sont méchants, et en Syrie, ils sont gentils. Alors, Daesh est méchant en Syrie, mais redevient gentil quand il s'attaque aux Kurdes. Vous savez, c'est un méli-mélo où on se moque des gens. Hein. Que se passe-t-il là-bas? Toutes les grandes puissances ont les doigts dedans. Et les principaux financeurs de la région, c'est-à-dire Qatar, Arabie Saoudite, Turquie, qui sont les grandes puissances du coin, la grande puissance, et Iran. Et c'est une guerre, tout ce qu'il y a de plus classique et conventionnel, d'influence, pour détruire des pays qui posent de manière séculaire des problèmes aux monarchies du Golfe et aux Turcs et aux Iraniens, pour des raisons que nous allons épargner à ce plateau à cet instant. Donc, de quoi me parlez-vous et que me demandez-vous au juste? Qui a la meilleure stratégie en Syrie? Est-ce que ce sont les alliés, la France, avec les États-Unis par exemple, ou alors Vladimir Poutine qui a décidé d'intervenir de son côté, notamment au sol en Syrie? Voilà. Alors, clairement, la stratégie américaine et française est en flop total. Parce que Daesh, qu'on devait contenir à un endroit, se retrouve à l'autre. Je vous signale que la dernière fois qu'on les combattait, c'était en Irak. On les retrouve là, donc c'est un échec total. Et on est censé les avoir frappés je ne sais combien de fois en Irak. C'est curieux, ces gens résistent aux bombes avec une vigueur inouïe. D'accord? Bon, les voilà en Syrie. Maintenant que les voilà arrivés en Syrie, on recommence la même comédie. Tout ça n'a débouché sur rien. Les Russes sont arrivés, et que voit-on? À peine arrivent-ils, se donnant pour objectif de frapper Daesh, y parvenant avec un certain succès, qu'ils se font reprocher de bombarder les opposants et la population civile. Les opposants. C'est notamment ce que dit aujourd'hui une ONG, hein, qui sur le nombre si de c'est personnes... une ONG, doit-on la croire pour autant? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet, vous avez raison, alors pourquoi pas me croire, moi? Bon, j'ai au moins d'aussi bonnes informations, croyez-moi. Que doit-on dire? Et ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Ça n'existe pas. La preuve... Les bienfaisants intervenant au Yémen, qui eux, vous le savez, ne font que du bien aux 40 000 personnes qu'ils ont tuées. Eh bien, eux, ils bombardent des noces. Quand on est en Afghanistan, on bombarde des hôpitaux. Mais là, non. Comme c'est les gentils, on n'en parle pas. On va parler de ceux qui éventuellement... Selon l'ONG que vous contestez, la Russie bombarderait surtout des rebelles. Ceux-là même qu'on célébrait, hein, quand il y a 4 ans, ils se sont levés madame, contre moi, je ne les ai jamais célébrés. Donc je ne comprends pas pourquoi... l'opposition modérée... Mais ça n'a pas de sens. Des islamistes modérés, vous avez vu ça où, vous? Où ça existe, à part dans vos canards? Ça n'existe pas. Sur le terrain, c'est sauvage comme les autres. Dans la bouche de nombreux dirigeants occidentaux, ça existe. Oui, ça existe. Suivant les mois, ça change. Je viens de vous dire à l'instant que les modérés, c'est Al-Qaïda. Il n'y a même pas 2 mois, on les traitait de terroristes. Et on les bombarde en Afghanistan. On se moque du monde. Donc pour être clair, Vladimir Poutine a la bonne stratégie en frappant indistinctement, peut-être plus d'ailleurs, Al-Nosra que le groupe État islamique. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous savez ce qu'on dit dans le métier de journaliste, que quand il y a une guerre, la première victime, c'est la vérité. C'est une guerre. Donc vous ne savez pas ce qui se passe. Ce qui est absurde, c'est le comportement d'un certain nombre de gens qui se sont pris les pieds dans le tapis. Je voudrais rappeler une chose. Tout à l'heure, le président François Hollande parlait de Bachar.
Bachar, c'est son prénom. Son nom, c'est Monsieur El-Assad. C'est à peu près comme si Bachar el-Assad disait « François a tort hein ». Bon, eh bien, il dit il faut faire partir Monsieur Bachar el-Assad. Vous avez entendu comme moi. Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que la solution passe par Bachar el-Assad? Je vous signale que les Russes ont signé un accord, déjà en 2012, dans lequel tout le monde était d'accord pour qu'il y ait une transition démocratique avec un gouvernement d'union nationale. Pourquoi n'y en a-t-il pas eu? Parce qu'à ce moment-là, les Français et les Américains ont décidé que cet accord ne leur convenait pas. Donc il n'est pas vrai maintenant quand François Hollande dit il partira au début, au milieu ou à la fin, peu importe, mais il partira, il a fait exactement le contraire et rendu impossible cette solution. La solution qu'il évoque, c'est celle que les Russes ont mis au point cet été avec une série de pays qu'ils ont rencontrés. Et je vous signale que quand vous dites les alliés, vous parlez d'occidentaux qui sont très éloignés du théâtre des opérations et que sur place autour des Russes, vous avez des gens qui, eux, sont présents localement, c'est-à-dire une série de pays dans le secteur. Donc admettez qu'il y a là une situation assez embrouillée pour qu'on s'évite. Pourquoi j'en parle comme ça? Après tout, je pourrais très bien dire c'est pas mon affaire. C'est qu'il y a un risque d'embrasement absolument terrifiant. Il y a un risque de guerre mondiale dans cette affaire. Quand j'entends les Anglais dire qu'ils prétendent bombarder les avions russes qui violeraient l'espace ou je sais pas trop quoi, ce sont des fous de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut maintenant s'asseoir à la table, discuter, et on discute avec les gens qui sont là. Bachar el-Assad. Mais écoutez, c'est pas ça la question que vous devriez me poser. Responsable du massacre de son peuple, je le dis. Oui, bien sûr. Nous et nous tous, nous allons le répéter en chœur avec les gens qui sont à la technique. Mais est-ce que la question que vous devriez me poser, c'est est-ce qu'on négocie avec Daesh? Ça n'a pas l'air de vous déranger. Je viens de dire on négocie avec ceux qui combattent. La première idée qui vous vient à l'esprit, c'est Bachar el-Assad. C'est-à-dire que Daesh n'est pas l'ennemi pour vous. Pour vous tous, l'ennemi essentiel, vous ne savez même plus pourquoi, c'est Bachar el-Assad, et vous pensez que l'objectif prioritaire, c'est de le faire tomber à n'importe quel prix. On n'a pas dit ça. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord pour qu'il tombe à n'importe quel prix. Je suis pour qu'il s'en aille et pour qu'il ait un gouvernement d'union nationale. Mais il s'en ira quand les circonstances seront réunies pour que ce soit un accord honnête. Sinon, vous aurez la Libye bis. C'est ça que vous voulez? D'accord, on a compris. Ah bah ouais, heureusement vous avez compris. Une question sur la France. Exactement, sur la stratégie de la France en Syrie qui a décidé de frapper des cibles prioritaires, notamment des camps d'entraînement où se trouvent des Français partis là-bas faire le djihad. Est-ce que vous êtes pour ces éliminations ciblées au nom de la légitime défense? L'argument de la légitime défense n'est pas fondé. C'est un argument de grande puissance. Moi, j'évite toujours de critiquer l'action de nos armées une fois qu'on est engagé. Je dis avant ce que je pense que c'est une erreur, je l'ai dit au début. Hein. Bon, maintenant, ils font leur travail. Vous dites, vous, qui bombardent des camps d'entraînement, et en plus, vous avez appris qu'il y avait des Français dedans, donc je vous félicite pour la qualité de vos informations. Moi, je ne sais rien de tout ça. Je sais que l'aviation française frappe un certain nombre de cibles. Je suis sûr que les militaires les ont bien choisis. Mais tout ça, la solution dans ce genre de situation est rarement militaire. Tout le monde le sait. Si la situation était militaire, nous devrions connaître la paix, le bonheur et la joie en Libye, ainsi qu'en Irak, ainsi qu'en Afghanistan. Et là-bas, partout, nous avons défendu des grandes causes très intéressantes, très intelligentes. Le résultat au prix d'un chaos indescriptible, de souffrances épouvantables et de flots d'immigrés dont vous savez tous que ces pauvres gens fuient quelque chose que plus personne ne contrôle. Alors on en parle justement. Oui. D'autant que le flux s'accélère ces dernières heures. Voilà. Alors Angela Merkel et toute l'Europe fait aujourd'hui les yeux doux à la Turquie, justement pour endiguer ce flot de réfugiés. C'est une honte. Est-ce qu'il faut ouvrir, selon vous, grand la porte de l'Union européenne à la Turquie? Non, de toute façon, ça n'a pas de sens. Il y a des procédures pour entrer dans l'Union européenne. Il y en a au moins, au minimum, si ça marchait bien, pour au moins encore 5 ou 6 ans. Mais est-ce qu'il faut accélérer, peut-être, au nom d'un accord avec la Turquie pour endiguer ce flot de réfugiés? Il y a deux questions. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la Turquie? Encore une fois, de la politique à courte vue. Comme on déclenche des flux de migration, il n'y a pas quelqu'un qui veut les arrêter avant qu'ils arrivent chez nous. Donc on est prêt à n'importe quoi. Donc on va soutenir le régime turc, qui lui, au lieu de combattre Daesh, bombarde les Kurdes, qui eux combattent Daesh. Vous vous en souvenez de ça? La Turquie est membre de l'OTAN. On croyait que les membres de l'OTAN étaient alliés pour faire la guerre en Syrie à Daesh. Non, la Turquie fait la guerre aux Kurdes qui font la guerre à Daesh. Il faut quand même rappeler ces choses-là. Deuxièmement, la Turquie, le gouvernement turc actuel, pratique une politique extrêmement agressive contre la démocratie et les partis de liberté en Turquie, et c'est ces gens-là qu'on va les soutenir. Donc le voyage d'Angela Merkel ce week-end à Istanbul, c'était de la précipitation alors? Je pense qu'elle est en train de s'affoler. Je pense qu'elle se sent un rôle un leadership en Europe que personne ne lui a demandé de faire. Pourquoi c'est elle qui y va? Au nom de quoi? Qui l'a mandaté? Est-ce qu'elle engage la France? Bon, par la force des choses, M. Hollande est toujours d'accord avec elle. Mais ce n'est pas le sujet le plus important. C'est un sujet important, je vous le concède. Mais regardez,
Comment a-t-elle pu? C'est pas ça le plus grave, le plus honteux, le plus immoral. C'est quoi? C'est qu'elle ait osé dire aux Grecs, on est capable de réviser votre politique d'austérité si vous gardez les pauvres gens qui arrivent. Est-ce que je crois que personne ne s'est rendu compte réellement de cette offre grossière. Et ce gouvernement allemand est le champion du monde de la grossièreté, de la brutalité. Il y a même un vice-ministre des Finances qui a dit « Ah, mais si les Grecs ne retiennent pas les migrants, on leur donnera même pas l'aide qui est prévue. » Vous dites ça d'Angela Merkel qui a ouvert tout grand les frontières de l'Allemagne aux réfugiés. C'est un fait. Ben écoutez, si vous êtes content, tout va bien. Non, je rappelle mais ça ne tient pas debout ce que vous dites. Ah, ce n'est pas vrai. Non. Monsieur Grosser. Elle n'a pas été quand même parmi les pays européens celle qui a le plus et le mieux peut-être accueilli ce flot de réfugiés. Beaucoup lui reprochent aujourd'hui d'ailleurs à droite parmi vous êtes incroyable quoi. Mais la communication, c'est pas la réalité. Madame Merkel a dit qu'elle était prête à recevoir 800 000 personnes. Aussitôt, vous avez tous dit « Ah, Madame Merkel, c'est formidable ». Le point que le journal Grotès s'est même amusé à dire « Et si seulement elle était française ?» Peut-être qu'ils ont perdu le bon sens, ça peut vouloir dire qu'un chancelier allemand soit français. C'est très intéressant comme idée. Enfin bref. Comme dans ce pays tout au haut de but, on est prêt à admirer n'importe qui pour n'importe quoi, on a trouvé ça génial. Et moi, j'ai immédiatement dit « Ah bon ?» Et l'année prochaine, encore 800 000, et l'année d'après, encore 800 000. Personne n'est capable de faire ça. Pas plus Madame Merkel, quelqu'un d'autre. Qui avait raison? Moi, 3 jours après, elle ferme la frontière. Dites voir, vous venez de me dire à l'instant qu'elle a ouvert les bras aux immigrés. Vous avez entendu dire qu'elle a fermé la frontière ou pas? C'est arrivé jusque dans ce studio, vous le savez. Donc arrêtez de dire qu'elle a ouvert les bras à la terre entière. Ce n'est pas vrai. Elle a pendant 2 jours tenu un propos complètement opportuniste en se disant « Venez par ici ». Les migrants bien formés parce que nous en avons besoin pour la main-d'œuvre en Allemagne. Et quand tout le monde a dit mais c'est pas possible, on n'arrivera jamais à tenir le coup parce qu'il en arrive des milliers et des milliers, au lieu de s'occuper d'interrompre la cause du départ des gens, on en est encore empêché de vouloir les empêcher d'arriver. En faisant quoi? En restant chez les Turcs ou en restant chez les Grecs. Alors justement, sur les réfugiés en France, parce qu'on a une situation qui est très difficile, c'est à Calais, en quelques semaines, on est passé de 3 000 à 6 000 réfugiés. On a découvert hier que la jungle de Calais se situait en zone Seveso. Qu'est-ce qu'on fait? On évacue? Non, non, bien sûr que non. On en accueille encore d'autres, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qui se passe. Ben, c'est ce qu'ils sont en train de faire, non? Ils continuent à bombarder, à passer les accords qu'il faut partir les gens de chez eux. C'est qui les gens qui sont là? Vous pourriez vous demander, c'est pas des réfugiés, c'est pas des nombres, ils ont des noms. Ils viennent de quelque part, ils viennent d'où à votre avis? Ils viennent de plusieurs pays. Non, ils viennent d'Afghanistan. Mais si vous voulez le voir, allez voir sur le bord du canal, à Paris, vous les verrez. Où donc encore? D'Érythrée, notamment, de Somalie. Tous des pays en guerre. Qui fait les guerres? Qui? C'est pas ces pauvres gens, mais qui sont en guerre. Demain, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est sur place à Calais. Il se rend à nouveau à Calais. Vous attendez quoi? Eh bien, c'est le même problème que vous me diriez. Il y a un gars qui a perdu une jambe et il a mis une jambe de bois. Et la jambe de bois va pas bien. On met un cataplasme. C'est cataplasme sur des jambes de bois. Nous n'avons que des mauvaises solutions maintenant. Vous comprenez? C'est ça la nouveauté de la situation. Pardon de vous répondre comme ça, mais c'est inextricable. On continue à augmenter les raisons de partir et ensuite on va empêcher les gens d'arriver. Et ensuite chacun s'arrange pour faire en sorte que les réfugiés restent chez le voisin. Donc pratiquement cette situation devient insoluble. Où veulent aller ces gens? Ils veulent aller en Angleterre. Qu'ils y aillent. Ah oui, en ouvrant. Ben pourquoi pas? Puisque c'est là qu'ils veulent aller. Quelle est la raison de les retenir chez nous alors qu'ils veulent aller ailleurs? Dernière question sur les déboutés du droit d'asile. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Oui, oui. Je suis pour qu'on permette à ces gens de passer en Angleterre. Voilà. Puisqu'ils veulent aller en Angleterre, ils passent en Angleterre. Et dans le même temps, effectivement, il y a le rapport de la Cour des comptes aujourd'hui qui dit que 96% des déboutés du droit d'asile en France ne partent pas. Et il faudrait y remédier. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à la Cour des comptes? Et que ça nous coûte trop cher. Ah oui, bien sûr. Bon, alors, c'est plusieurs questions dans une. Ça coûte trop cher. Il y a juste un rapport. Les déboutés du droit d'asile ne s'en vont pas. Tu parles d'une découverte. Et on paye des gens pour trouver ça. Ils n'avaient qu'à poser la question à n'importe quel élu. C'est la Cour des comptes. Bon, évidemment, la misère engendrera toujours la migration. Les gens ne partent pas par plaisir, je voudrais vous le rappeler. Je voudrais vous rappeler que ce sont des êtres humains. Arrêtez de considérer ça comme un fléau. Comprenez que ce sont des êtres humains. Bien sûr qu'on ne peut pas tout faire. Bien sûr qu'on n'a pas la capacité d'absorber la population de tous ces pays. Mais un peu d'humilité quand même. Les Libanais accueillent des quantités considérables de réfugiés. Tout le monde accueille des quantités considérables de réfugiés. Et nous, les pays les plus riches, nous sommes là à nous disputer sur la meilleure manière de les laisser crever. On est d'accord avec vous sur le devoir et le besoin d'humanité. Merci. Au moins de comprendre de quoi on parle. Merci. Perrine. Merci à tous. Vous voyez que dans une émission, j'arrive quand même à vous tirer quelques bons sentiments. Mais je l'avais, ce sens de l'humain, je l'avais avant même. Allez, à très vite, bientôt. Je crois qu'il l'avait avant.